Les Africains parlent aux Africains. Les Africains parlent aux Africains. Une émission débat, D'idées sur l'actualité du continent, une vision singulière et une lecture authentique, de tout ce qui concerne l'Afrique et sa place dans le monde. sous le signe de la sagesse africaine. Tout seul, On va plus vite. Ensemble, on va plus loin. On va plus loin. Bonjour et bienvenue à tous dans Les Africains parlent aux Africains. L'émission d'aujourd'hui sera consacrée à la pensée politique du leader congolais Patrice Lumumba, dont nous commémorons aujourd'hui le 63e anniversaire de sa mort. Patrice Lumumba, faut-il le rappeler, est assassiné le 17 janvier 1961. On doit tout de suite dire qu'il n'est pas facile d'évoquer la pensée politique de l'artisan de l'indépendance du Congo, tant la vie publique fut, on le sait, très brève, à peine plus de 2 ans, de la conférence d'Accra en décembre 1958 à son assassinat en janvier 1961. C'est pourquoi on peut aborder facilement les idées maîtresses sur qui l'inspire et l'engagement jusqu'à sa mort. Pour évoquer les points forts de la pensée politique de Patrice Lumumba, j'ai le plaisir de recevoir, en plus des habitués de l'émission Mzhora Al-Hayani et Samuel Akizimana, pour la première fois, dans le studio d'Ifriqiya FM, le chercheur et universitaire Mohamed Karim Aswan. les Africains parlent aux Africains. Les Africains parlent aux Africains. Mohamed Karim Aswan est auteur de plusieurs ouvrages sur un autre militant algérien, celui-là, militant anticolonialiste également, Boudia, à qui il a consacré pas moins de 5 livres, plus une thèse de doctorat. Je commence avec vous, justement, Mohamed Karim Aswan. On dit que la pensée de Patrice Lumumba inspire toujours certains militants congolais, même aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez? Pas uniquement congolais. Oui. Elle a inspiré justement tout ce qui est mouvement de renouveau social et politique du continent noir. Ceci d'une. De deux, il a aussi imprégné beaucoup d'intellectuels et beaucoup d'écrivains et de poètes surtout. Beaucoup de poètes ont chanté Lumumba. Ouais. Beaucoup d'artistes de renommée d'origine africaine et de renommée mondiale ont chanté Lumumba. La pensée de Lumumba, je dirais, ne se résume pas, comme font certains biographes occidentaux, n'est-ce pas, et cette pensée eurocentriste, ne se résume pas uniquement à son action, ou au seul instant où il a été kidnappé et assassiné. Oui. Voilà. Donc ça, la pensée, elle est dans ses écrits. Et pourtant, c'est pas un théoricien, n'est-ce pas? Et c'est pas un philosophe. C'est un homme de terrain. C'est un praxicien, comme on dit entre guillemets. C'est un autodidacte, Mzhora Al-Hayani, n'est-ce pas? Oui, effectivement. Oui. Il était un homme autodidacte. Il était un des figures importantes dans l'histoire de l'Afrique. D'ailleurs, même pour les Occidentaux, ils le voyaient trop indépendantiste. Genre, ils voulaient l'indépendance à tout prix. Et ça, c'est l'une des choses qui a fait qu'il dérangeait beaucoup. Juste Samuel pour Akizimana. ajouter, Oui. oui, pour ajouter sur ce qu'il était en train de dire, moi, je vais commencer par une de ces citations, Oui. je pense qu'il le caractérise encore le mieux, où il a dit « Nous ne sommes ni capitalistes, ni communistes, nous sommes congolais ». En fait, là, on revient sur son combat à lui. Son combat à lui, c'était la libération réelle du peuple congolais. Et non seulement ça, parce qu'on va revenir sur Accra, on va voir Oui, qu'il a exactement. rencontré même Kwame Nkrumah avec ce projet-là de l'unité africaine. Où on voit sa pensée, c'est l'anticolonialisme, l'antinéocolonialisme, l'unité africaine, Oui. le panafricanisme. Oui. C'est-à-dire qu'il était là, il s'est battu avec ce rêve parce qu'il était encore jeune, même quand il est mort, il était encore jeune. Exactement. C'était cette jeune-là qui voulait cette liberté totale de l'Afrique en voulant que les Africains soient indépendants et que les Africains puissent parler en tant qu'Africains, être vraiment indépendants. Mohamed Karim Aswan, Samuel a évoqué ce sommet d'Accra de 1958 où Frantz Fanon a été marqué plutôt par la présence de Frantz Fanon. Kwame Nkrumah, c'est lui d'ailleurs l'organisateur de cette conférence. Et à ce moment-là, on dit que Patrice Lumumba avait
de rencontrer ces militants anticolonialistes tels que Fanon et Nkrumah. Et Sékou Touré aussi. Sékou Touré également, exactement. Oui. Donc c'était la rencontre des pères de l'indépendance Africaine. D'un côté, mais c'était aussi des faiseurs d'opinion. Oui. C'est à partir de, disons, pas uniquement la conférence d'Accra, c'est les idées d'Accra. Oui. Et qu'on ne peut pas aussi résumer uniquement dans la personne du président Nkrumah. Exactement. Vous voyez, oui. Au contraire, c'était une réunion ou une conférence d'idées. C'est à partir de là où le panafricanisme est né réellement. Exactement. Il y a un panafricanisme militant. Oui. N'est-ce pas, qui se séparait justement de cette vision occidentaliste de l'époque, je parle des années 50, qui voulait faire une sorte d'africanité, un appel à l'africanité, un appel à une culture ethnographique, à se limiter dans le tribalisme, etc. Alors que la conférence d'Accra, sur le sol africain, a annoncé une autre vision du monde. Et c'est à partir de là où, n'oublions pas, l'influence directe sur le mouvement civique aux États-Unis. Oui, oui. C'est grâce à Accra. Et Lumumba est une des chandelles de ce mouvement noir américain, disons. Exactement. Voilà. Accra, pour Accra et Lumumba. Oui, Accra et Lumumba, moi je dirais que Accra a vraiment renforcé les idées de Lumumba. Ça l'a poussé à vouloir plus l'indépendance et l'unité africaine. Quand on lui dit que le Congo, je me rappelle que c'était dans le film de Lumumba 2000 que j'ai vu où le président Kazavobo lui disait le Congo était trop grand pour nous et lui il a répondu que non. Le Congo est grand mais ça exige de nous de la grandeur. C'est là où on voit vraiment que Lumumba, c'était vraiment, il voyait l'importance de l'indépendance. Il a lutté pour ça, et même si ça demandait sa mort, en fait. Même s'il devait donner sa vie en échange. Ah oui. En fait, moi, ça me touche franchement parce que cette phrase déjà, en disant il exigeait la grandeur du Congo. Moi aussi, j'aimerais bondir parce que moi, j'adore trop les citations parce qu'à travers les citations, je trouve cette profondeur de paroles dont ces pionniers de la Révolution ont pu dire. Là, il avait dit, lors du sommet à Accra, il avait dit « L'unité africaine n'est pas un rêve infondé, mais une réalité inévitable. » Là, imaginez, ils s'étaient rencontrés où c'était tous avec la même idée. L'idée, c'était quoi? Nous voulons cette unité africaine. C'est-à-dire qu'au détriment, parce qu'il faut regarder autour, ce qu'il y avait la pression, il y avait ces combats autour d'eux, parce que ils étaient considérés comme des gens qui gênaient. Là, quand on parle de Franck Fanon, tout le monde connaît Franck Fanon, Kwame Nkrumah, vous avez parlé de Sékou Touré, on parle de Patrice Lumumba. Ils étaient tous là avec cette même idée, parce qu'ils prônaient de la solidarité entre les nations africaines face aux tentatives d'ingérence occidentale. Donc, Karim Aswan à Accra, c'est véritablement l'émergence de la pensée anti-néocolonialiste, parce qu'ils savent que le problème de la colonisation sera réglé, mais les dangers, le danger qui commençait à poindre, c'était le néocolonialisme. Vous parlez de la conférence d'Accra, 1956 jusqu'à 58. Jusqu'à 58, oui. Et 56, il y a eu des événements aussi importants. Oui. C'est par rapport à la conjoncture aussi mondiale. Oui. N'oublions pas que déjà, entre 56 et 58, il y a eu une césure dans le bloc soviétique, donc le bloc communiste. La Chine populaire entre en jeu, et elle entre en jeu par le Ghana, justement. Donc il y a de nouvelles idées. Parmi ces idées, justement, c'est que les révolutions se font par la paysannerie et l'assise sociale des nouvelles luttes des peuples opprimés. Donc ce n'est plus les idées léninistes de paysannerie et de classe ouvrière, n'est-ce pas? Mais vous avez une autre vision qui a été acceptée en l'adaptant à la réalité africaine. Ça, c'est la force des écrits de Sékou Touré durant ces premières années, pas après, n'est-ce pas? Et surtout Nkrumah. Lumumba, par contre, j'aimerais encore dénoncer cette idée de conceptualiser à l'Occident l'eurocentrisme. Ouais. On a toujours, cette littérature occidentale impérialiste tout court, néocolonialisme, etc., c'est toujours l'impérialisme, il y a toujours des empires coloniaux aujourd'hui qui sont autour de l'Afrique. Cette idée d'associer Patrice Lumumba
au Katanga, comme si c'était une affaire d'indépendance d'une région par rapport à un État qui devait être un État-nation, n'est-ce pas? Et tous les malheurs que la République démocratique du Congo a connus depuis, c'est autour de cette cartographie colonialiste qui est revue et corrigée, tout simplement. La pensée de Lumumba, elle est là. Elle est dans l'unité. Exactement. Alors, l'unité dans le contexte du Congo démocratique. Le Congo, ex-Zaïre, il faut le rappeler, c'était la réserve personnelle du roi belge, de Léopold. C'était c'est vrai. les citoyens je m'excuse de cette expression, mais ils étaient considérés comme des plantes ou des insectes, n'est-ce pas? Des animaux. Et cette réserve, ce grand pays riche, n'est-ce pas, riche par son peuple, par ses peuples, une centaine de peuples qui le composent, cette république, cette grande république démocratique du Congo. C'est cette pensée-là qui, aujourd'hui, je pense, depuis l'avènement du président Feu Kabila, le père, et il y a des idées économiques, des idées politiques, il y a un renouvellement du Lumumbis. Lumumba a réussi, donc, bien avant l'indépendance, la proclamation officielle de l'indépendance en 1900, juin 60, il avait réussi ce que aucun autre Africain n'a réussi. C'est d'avoir mis en place une alliance entre le peuple congolais et une fraction de l'élite ou bien de l'intelligentsia congolaise entre 1955 et 1960. C'est ça son point de force. C'est-à-dire, il avait vraiment une assise populaire. C'est pas quelqu'un qui il ne s'est pas imposé comme ça du jour au lendemain, mais toute sa légitimité provient du peuple, n'est-ce pas, Mzola? Effectivement, toute sa légitimité provient du peuple. Et d'ailleurs, presque tout le peuple congolais lui faisait confiance. Et c'était lui le leader qu'on mettait toujours à l'avant, que c'est lui qui représente en fait le Congo en réalité. Et même s'il y avait des opposants, mais comme je vais rebondir sur ce qu'il avait dit, monsieur, c'était juste quand on parle du Congo en fait, ou bien de la province de Katanga, il disait lui toujours que c'est pas une affaire d'ethnie ou de province. Le Congo, c'est un seul pays, c'est une seule nation. Donc c'est là où lui, il avait déjà cette idée de l'unité africaine et l'unité du Congo, et il voulait l'indépendance totale pour son pays en fait, et non pas séparer les régions où il s'agit d'ethnie, etc. Donc pour lui, il voulait vraiment, et c'est l'idée qu'il défendait depuis depuis qu'il avait commencé à combattre contre les colons. Oui, juste pour rebondir un peu sur ça, moi je dirais c'est un jeune qui a vécu et qui a vu la maltraitance que subissait son peuple. Au fait, moi je peux dire c'est à travers un œil et non pas un entendu. Au fait, il a vécu. Et lorsqu'une personne a vécu, il y a certains principes, il s'est dit non. On peut pas rester comme ça, parce que si on revient même à travers son discours, si on me permettait, parce que j'ai un extrait de son discours, je peux le relire, ça serait intéressant pour nos auditeurs, où il avait dit, compatriotes, le Congo a connu les tribulations, les souffrances infligées par les colonisateurs, mais il a aussi connu la lutte héroïque de l'ensemble de la population. Nous avons connu la souffrance des coups, la souffrance des insultes, la souffrance des tortures, car aucun Congolais digne de ce nom n'a été épargné. Aucun dirigeant digne de ce nom n'a été épargné. Mais aujourd'hui, qui dit souffrance dit combat, et nous avons mené ce combat. Nous avons connu des journées sombres, des jours de prison, des jours d'exil, des jours d'injustice, des jours d'emprisonnement sans jugement. Nous avons connu la misère, nous avons connu la maltraitance, mais nous sommes restés debout, nous nous sommes relevés et nous avons lutté. Compatriotes, cette indépendance du Congo que nous allons acquérir dans quelques instants est le fruit de notre combat. C'est une victoire de la force, de la volonté de chacun de nous, de chacun de nos familles, de chacun de nos enfants qui ont lutté sans relâche. Donc c'était là l'extrait du discours prononcé le 30 juin 1960, le jour de la proclamation officielle d'indépendance, un discours qui n'a pas été prévu d'ailleurs, dans le protocole à l'époque. C'est bien de le souligner parce que il fallait qu'il réponde au roi Baudouin qui avait rappelé dans son discours d'ouverture les bienfaits entre guillemets de la colonisation. Donc là, il a tenu à dire que c'est une indépendance arrachée, Karim.
arraché par les armes aussi. Oui, bien sûr, il y avait une lutte Arraché par les armes, il faut remonter aussi l'histoire, non pas uniquement de la République, l'actuelle République démocratique du Congo. La pensée politique de Lumumba, elle est ancestrale. Oui. Elle est imprégnée de la tradition Congolaise, africaine, tout court. Et il y a, en plus de ce discours politique clair et net, objectif économique et social, il y a son discours aussi. Il y a quelques jours, je lisais des passages de son fameux texte sur les femmes. Oui. Alors, quand on le lit, d'abord c'est un langage simple de la part d'un intellectuel. Et il y a cette attitude africaine de modestie et d'humilité et du respect de l'ancêtre aussi, tout en condamnant le paternalisme. Il s'inscrit déjà dans la tradition africaine du respect. Il y a donc un mélange entre la modernité et l'enracinement. Tout à fait, oui. totalement. Donc c'est ce double qui caractérise sa pensée d'ailleurs. Elle ne s'est jamais, elle n'a pas lutté pour le déracinement. C'est pour cela que je disais tout à l'heure que Lumumba a imprégné beaucoup d'universitaires, beaucoup d'intellectuels africains qui vont venir après les indépendances. Zola, donc, on vient d'entendre, il a évoqué les femmes, mais sa vision économique, peut-être vous deux, donc je sais que vous maîtrisez les... Est-ce que c'était pas son talon d'Achille, sa vision économique? Parce qu'il a été attaqué, il a été peut-être tué par rapport à ses choix économiques, oui. N'est-ce pas, Mzoura? D'une part, oui, peut-être pour ses choix économiques aussi, parce que qui dit l'indépendance du pays dit aussi l'ingérence. Il faut pas s'ingérer dans l'économie du pays. Donc pour lui, il avait compris tout ça, que ce soit militaire, que ce soit militaire ou politique ou économique. Lui, c'est aux Congolais de prendre cette responsabilité aux mains, et c'est pas aux Occidentaux. Et là, on peut rebondir sur le fait que quand on parle du Katanga, souvent on aime parler du Katanga. Oui. Et là, on va comprendre aussi le côté économique, pourquoi on a créé ces désordres pour lui imputer. Si on regarde le Katanga, c'est une région minière de la RDC où il y a toutes sortes de 70% des richesses Imaginez, 70% des richesses. Donc, on devait créer des tribulations, lui imputer certaines choses parce qu'on voulait les dérangement, parce que lorsque tu arrives à arranger certains des problèmes et qu'il y a cette stabilité économique qui est là, surtout sur des régions riches telles que le Katanga, etc., ce qu'il va prôner, c'est le développement de la RDC. Ce qu'il prônait, parce que lui, il voulait qu'il n'y ait pas d'ingérence parce que quand il dit on veut pas d'ingérence, c'est-à-dire que il indiquait aussi que nous voulons être indépendant financièrement. Donc le côté économique était aussi visé en disant ne vous ingérez pas dans nos histoires. Laissez-nous prendre nos décisions, laissez-nous diriger. Et non, il a attaqué aussi indirectement les multinationales, ce qui causait beaucoup de problèmes. Karim Aswan, pour rester dans les choix économiques, les choix politiques de Patrice Lumumba, dans l'hommage Jean-Paul Sartre qu'il avait consacré à Patrice Lumumba, un texte que vous connaissez très très bien, Jean-Paul Sartre a évoqué les forces, mais surtout les faiblesses de Patrice Lumumba. Parce que tout en mettant en place son projet, son programme d'action gouvernementale, il n'avait pas mesuré la marge de manœuvre des néocolonialistes, notamment de l'ancienne administration coloniale belge, qui avait déjà mis un certain nombre de pions dans toutes les administrations. Oui, c'est un texte très louable, le texte de Jean-Paul Sartre, et ça a donné un poids un petit peu philosophique et universel à la pensée de Lumumba. À la personne d'abord. À la personne, exactement. À la personne de Lumumba. Oui, c'est d'un côté, mais venant de quelqu'un qui a refusé au départ de signer la pétition des 121 condamnant la torture en Algérie, celle de son allié et ex-ami Johnson, je dirais que je prendrai les propos de Sartre avec beaucoup de pincettes. Ceci dit. Parce que la pensée, vous parliez d'économie, la pensée économique chez Lumumba, c'était d'abord la nationalisation. C'est-à-dire que ces richesses reviennent au peuple.
Notamment les mines du Congo. Oui. Ah oui. Et il n'y a pas que le Katanga, il y a aussi le Kivu, il y a aussi le Kasaï, qui a connu tout récemment de dramatiques événements. Là aussi, certes, c'est des petites régions, petites préfectures, mais les richesses qui sont concentrées dans ces deux préfectures valent des millions d'années, n'est-ce pas? Oui. Et d'autres pays voisins et amis qui ont été touchés. Et donc la pensée économique, c'était d'abord la nationalisation. Disons que Patrice Lumumba, c'est un nationaliste très démocrate, parce qu'il était aussi... il n'était pas quelqu'un qui allait instaurer une sorte de dictature du prolétariat, comme dirait l'autre. Il avait dit, le texte qui a été lu tout à l'heure, c'est que ni social, ni communiste, ni autre. Non, mais la dictature dans son militarisme. Donc, n'est-ce pas, au contraire, il voulait bâtir un Congo moderne, un Congo qui vivait l'actualité, mais un Congo qui n'est pas soumis au diktat des ingérences. Des ingérences et des deux pôles. Hein. Ouais. C'est pour ça qu'il privilégie l'authentique africanité, si on peut l'appeler ainsi. Authentique africanité, Mzouara, mais aujourd'hui, son fameux projet donc de décentralisation, qu'il avait donc mis sur place pour un petit peu dépasser les problèmes ethnicistes de l'époque, il revient. Donc, est-ce que c'est un hommage indirect? Ah oui, les militants aujourd'hui politiques au Congo, on parle de la nécessité de procéder à une certaine décentralisation politique du Congo. Oui, est-ce que c'est un hommage indirect donc Effectivement, mais je dirais que en Afrique, donc que ce soit en RDC ou dans d'autres pays, il reste toujours du travail à faire. Ouais. Parce que là, en quelque sorte, même si on a des héritiers des Français ou d'autres occidentaux, mais c'est à nous maintenant de la jeunesse, parce qu'il suffit pas de parler, mais il faut encore passer à l'action. Il faut des gens comme Lumumba ou je sais pas, il faut qu'on prenne nos décisions nous-mêmes et qu'on passe à l'action réellement. Voilà, donc la jeunesse doit agir. Oui, la jeunesse doit agir. La jeunesse doit agir et aller plus loin que ça, parce que une fois, Mzouara avait dit, il faut un Jack Foka africain. En fait, il est temps que nous soyons des acteurs et non pas des gens qui vont toujours subir. Nous devons être des acteurs. Il faut que nous transmettons à travers tout ce que nous avons, que nous soyons aussi des Jack Foka africains, créer des propres systèmes adaptés à l'Afrique. Parce que c'est ça qui manque maintenant à l'Afrique. C'est-à-dire que le côté mentalité, on voit que la jeunesse africaine est éveillée. Maintenant, il faut des Jack Foka africains. Une dernière question avec toi, Karim. Quand vous voyez la pensée aujourd'hui donc de Lumumba, est-ce que elle est portée par la jeunesse? Il a marqué, donc vous l'avez souligné au début de l'émission, donc son discours, sa pensée reste vivace. Tout récemment, il y avait le feu leader Sankara, Thomas Sankara. Oui. Il était porteur de lumumbisme quelque part. Exactement. N'est-ce pas? D'autres leaders. Mandela, même en prison, n'a jamais quitté les contacts par rapport à ces événements. Au contraire, Mandela, c'est une sorte de continuité quelque part d'une lutte sous une autre forme, n'est-ce pas? Mais du lumumbisme. Comment aujourd'hui s'imprégner de cette pensée et aller de l'avant en rejetant d'abord la cartographie, en faisant une petite critique sur la cartographie qui nous est imposée. Ça, Afrique subsaharienne, Afrique de l'Ouest, Afrique de le Corne africain, comme si c'était Et nous sommes des rhinocéros, nous sommes des buffles africains, nous sommes des lions africains. Il n'y a aucun problème pour ça. Nous sommes aussi des baobabs, et d'autres grands arbres n'est-ce pas? Donc nous devons nous débarrasser de ces carcans eurocentristes qui me font mal personnellement, que j'ai toujours combattu, y compris dans notre propre histoire algérienne. Nous en souffrons encore de ces petites écoles qui veulent nous imposer. Donc il y a une seule Afrique. Et tout à l'heure on parlait de Accra, on parlait de Nkrumah. Nous devrions aussi ajouter à la pensée de Lumumba la contribution du nasserisme en Égypte. Oui. N'est-ce pas? Parce que l'Égypte, c'est pas uniquement
tout ce qui est au nord de Assiout. Non, il y a aussi c'est la culture nubie. Exactement. N'est-ce pas? Musulmane et chrétienne aussi, oui. copte et ainsi de suite. Donc il y a eu l'influence de Nasser et de l'Égypte de l'époque. Ouais. L'Égypte a énormément joué, l'Égypte d'après 52. Dans le panafricanisme, dans l'édification donc du projet panafricaniste. Auquel justement Senghor, qui allait divorcer par la suite pour des raisons politiques idéologiques, était partie prenante de cette unité africaine. Voilà. Et ça voulait dire que Lumumba a joué aussi un rôle important, n'est-ce pas? Et qu'il est intéressant de revenir sur cette œuvre et la considérer comme telle. Vous voulez rajouter quelque chose? Oui, ça me touche. Sera le mot de là, je vais rendre hommage à Ide Ayouba, où il aime dire il faut se débarrasser des habits d'emprunt. Voilà, donc ça sera le mot de la fin de cette émission consacrée à la pensée politique de Patrice Lumumba. Je rappelle que Patrice Lumumba a été assassiné le 17 janvier 1961. Je tiens à vous remercier de nous avoir suivis. Je tiens à remercier Mohamed Karim Aswan. Je rappelle qu'il est chercheur et universitaire, Mzhora Al-Hyani et Samuel Akizimana. Je vous remercie encore une fois de nous avoir suivis. Excellente journée sur les ondes d'Ifriqiya FM, la voix africaine.